Elle voulait une majorité écrasante pour peser sur les conditions de sortie de son pays de l'Union européenne, sortir plus vite et en position de force. C'est raté. Theresa May a loupé sa dissolution. Quelles conséquences pour le Brexit? Bonjour Gérard Herrera. Bonjour David. Ancien ambassadeur de France à Londres. Gérard Herrera, que représente le pari perdu de Theresa May d'abord au plan politique? Écoutez, sans vouloir être grandiloquent, c'est un Tchernobyl politique. Et comme Tchernobyl, c'est un accident, ce qui peut arriver dans l'histoire, mais comme Tchernobyl, ça révèle des failles et des tendances plus profondes et avec des effets de longue durée. Je m'explique. Tout tourne au fond autour du Brexit, qui est le point de départ et la cause de l'échec actuel. D'abord parce que pendant un an, Madame May et son gouvernement n'ont fait que parler de Brexit dur notamment. Ensuite, personne ne l'a obligé à tirer du résultat du référendum, qui était quand même relativement serré, le fait que le Brexit devait être un Brexit dur, c'est-à-dire de rompre les ponts avec l'Union européenne. Ensuite, elle a pris cette décision d'élection anticipée, contrairement à ce qu'elle avait promis, pour avoir une majorité plus forte, pour pouvoir négocier en position de force. Évidemment, c'est raté. Ensuite, elle a voulu mettre au centre de la campagne le Brexit, ce qui n'était pas du tout ce que les électeurs attendaient et voulaient entendre. Ils voulaient entendre beaucoup plus ce qui les concernait, c'est-à-dire les problèmes économiques, l'austérité, les réductions de crédit dans les services publics, la réduction des impôts, toutes choses qui étaient les thèmes des travaillistes, qui ont naturellement plu, et notamment aux jeunes, qui, comme vous savez, ont fait souvent la différence. Cet échec affaiblit sa main dans la négociation et va obliger d'une certaine façon à rouvrir le dossier du Brexit. Parce que pendant la campagne et après l'élection, on a dit beaucoup de mensonges sur les bienfaits supposés que devait apporter le Brexit pour le Royaume-Uni, contre toute évidence. Et ensuite, pendant un an, on a dit tout va bien. Alors qu'on commence à voir les effets négatifs sur la croissance. Les dernières études, notamment de l'OCDE, mais aussi de la London School of Economics, montrent que la croissance au Royaume-Uni va être l'une des plus faibles. Et donc, tout ça pose un problème. Dernier point qui n'est pas le moins ironique, c'est qu'en rouvrant ce dossier, le hard Brexit, il a vraiment du plomb dans l'aile. Le hard Brexit, il faut préciser à nos auditeurs ce que c'est, c'est-à-dire on quitte l'Union européenne et on coupe vraiment les ponts. C'est ce que veulent les plus conservateurs. C'est ce que voulait la droite dure du Parti conservateur, c'est-à-dire on sort du marché unique, on sort de l'union douanière, on refuse la juridiction de la Cour européenne de justice, on ne veut plus rien avoir à faire avec l'Union européenne. Ça veut dire qu'à travers ce vote, Gérard Herrera, les Anglais ont modéré davantage le résultat du référendum, ou ils ont envoyé un message qu'on a du mal, nous Français, à décrypter? Ils ont modéré, c'est très difficile d'interpréter le vote des électeurs, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas du tout dit on veut absolument sortir d'une façon définitive et dure de l'Union européenne. Ils ont dit, et notamment les jeunes, que très bien, on a voté maintenant, il faut mettre ça en œuvre, mais pas du tout en coupant les ponts avec l'Union européenne, en coupant les ponts avec le monde. Pendant, il y a quelque temps, Madame May, au début d'ailleurs de son mandat, avait dit quelque chose d'assez important, qui était de dire être citoyen du monde, c'est être un citoyen de nulle part. Non. Beaucoup de Britanniques, et notamment les jeunes, ont dit nous sommes Britanniques, contents d'être Britanniques, mais on est aussi contents d'être dans le monde, d'être dans l'Europe. Et c'est d'une certaine façon cela, plus les questions économiques, sociales qui ont été très importantes. Parce que l'autre point, qui est la tendance un peu plus profonde de ce qui se passe en ce moment, je crois, au Royaume-Uni, c'est les effets de la crise financière de 2008. Elle a touché beaucoup plus fortement le Royaume-Uni que d'autres pays parce que la part des services financiers est beaucoup plus importante, ça fait 10% du produit national brut, qu'elle a affecté beaucoup une bonne partie des Britanniques. Les salaires, ne l'oublions pas, ont diminué pendant plusieurs années au Royaume-Uni. Ça a fait du déficit budgétaire, cette crise. Pour compenser le déficit budgétaire, on a fait des coupes dans les dépenses publiques, et notamment dans les services publics, et notamment
dans la police. Et qu'est-ce qu'on a reproché à Madame May après les attentats? D'avoir été le ministre de l'Intérieur qui a réduit les crédits de la police. Donc le Brexit est un boulet. Comment va-t-elle se présenter dans quelques jours face à ses interlocuteurs européens pour négocier le Brexit? Que vont penser, vous qui avez été ambassadeur, qui avez fréquenté Madame May du temps où vous étiez ambassadeur à Londres, donc vous la connaissez, vous avez travaillé avec elle. Je suis à Bruxelles, je suis diplomate, Madame May arrive. Comment je vais percevoir cette femme? Comment je vais entrer en négociation avec une femme affaiblie? Vous savez que les diplomates sont des gens polis. Madame May, il faut d'abord qu'elle constitue un gouvernement, ce qui n'est pas fait. Ensuite, il faut qu'elle définisse une position de négociation, ce qui n'est pas encore fait. Elle a déclenché le fameux article 50 du traité de l'Union européenne, qui est celui par lequel on annonce sa décision de quitter l'Union, avant ces élections. Autre erreur stratégique. Il est évident que ça réduit sa main. Et du côté de Bruxelles, comme ça a été dit d'ailleurs par le négociateur de Bruxelles, c'est-à-dire Michel Barnier, eh bien, on attend de pied ferme les Britanniques, leur position. De pied ferme, ça veut dire... Enfin, de pied ferme, pardon. Anglais, vous allez quitter l'Europe sans essayer de négocier les avantages sans les inconvénients. Attendez, personne n'a envie de punir le Royaume-Uni. Qui s'est puni tout seul. Si on veut être pas gentil, on dirait le Brexit en lui-même est une punition suffisamment importante pour ne pas en rajouter. Mais les choses sont simples. Il ne s'agit pas de punir, il ne s'agit pas non plus de donner à quelqu'un qui a décidé de sortir du club plus d'avantages que n'en ont ceux qui sont dans le club ou ceux qu'il avait avant d'en sortir. Les Britanniques qui sont inventeurs des clubs doivent pouvoir comprendre ça mieux que quiconque. Cela étant, s'il y a Brexit mou, c'est-à-dire si les liens avec l'Union européenne sont plus étroits que le Brexit dur, c'est-à-dire aucun lien, à ce moment-là, ça a des conséquences. Ça veut dire qu'il faut que le Royaume-Uni contribue au budget, qu'il accepte les libertés de circulation des biens, des services, des capitaux, et qu'il accepte peut-être, au moins en partie, la Cour européenne de justice, toute chose que les gens opposés à l'Union européenne souhaitaient éviter avec le Brexit. Autrement dit, un référendum, une dissolution ratée, tout ça pour aller vers un statu quo, en fait. C'est-à-dire, on sort de l'Europe, mais on essaye de rester dans l'Europe. Le statu quo est la meilleure des hypothèses, et ça ne sera pas le statu quo, parce que je crains que même le meilleur des arrangements avec l'Union européenne consistera pour le Royaume-Uni à être dans une situation moins bonne que celle qu'ils avaient avant, en n'ayant pas leur mot à dire dans les décisions qui seront prises, et en payant pour quelque chose qu'ils avaient gratuitement. Peut-on imaginer une nouvelle dissolution vu l'épais brouillard qui est tombé sur la vie politique anglaise depuis hier matin? Est-ce qu'il va falloir une nouvelle clarification? Ça n'est pas impossible, je crois qu'il est trop tôt pour le dire. Personne ne sait aujourd'hui si Madame May va pouvoir se maintenir. Pour le moment, malgré les appels, soit dans l'opposition, soit dans son propre parti, à son départ, elle reste en place. Elle a eu l'autorisation de la part de la reine de constituer son gouvernement. Voyons ce qui se passe. Mais enfin, elle est très, très affaiblie. Vous qui l'avez fréquentée, c'est ma dernière question, Gérard Herrera, elle a révélé un visage inconnu dans cette campagne. On l'avait appelée la nouvelle dame de fer, on s'est planté? Je crois que c'est excessif. Je crois que sa campagne n'a pas été une bonne campagne. Elle a refusé le débat, ce qui ne se fait pas au Royaume-Uni et ailleurs. Elle a été très rigide. Elle a eu des thèmes de campagne qui ont été soit hésitants, soit qui ont mécontenté à la fois son électorat, notamment sur le financement des services aux personnes âgées et sur les impôts. Et donc, elle a fait une très mauvaise campagne. Ça n'a pas aidé. Gérard Herrera qui, lui, nous a aidés à comprendre les conséquences de cette élection sur le Brexit à venir. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur de France à Londres et que vous dirigez aujourd'hui une société de conseil. Merci. Merci.